la fois romaine, arabe et bien sûr espagnole, Séville regorge de trésors artistiques, culturels et folkloriques. Outre ses célèbres monuments comme la Giralda et l'Alcazar et ses splendides parcs et jardins, la ville offre de nombreuses animations, allant des manifestations sportives aux processions religieuses en passant par ses spectacles de flamenco. Ce sont quelques-unes de ces richesses que nous vous proposons de découvrir à la faveur d'un voyage de quelques jours en mai dans la capitale andalouse. C'est tout naturellement vers la cathédrale et son célèbre clocher que nous nous tournons d'abord. Cet édifice, dont la construction débute dans le premier tiers du XVe siècle et s'achève officiellement en 1506 avec la pose de la dernière pierre de la coupole, est aujourd'hui l'une des plus grandes cathédrales du monde. De style gothique, la cathédrale possède une tour, la Giralda, qui est, comme pour la Mesquita de Cordoue, l'ancien minaret d'une mosquée almohade. La cathédrale compte 5 nefs dont la plus haute voûte s'élève à 42 mètres et une trentaine de chapelles latérales intercalées entre les contreforts. La nef centrale est occupée par le chœur dont nous voyons ici l'arrière, œuvre de l'architecte Miguel de Zumarraga, et la grande chapelle dominée par un rétable colossal achevé en 1564 dont la réalisation s'étale sur 80 ans. Près de l'entrée principale, un somptueux mausolée abrite depuis 1898 les restes authentifiés de Christophe Colomb, mais paraît-il, d'autres restes sont aussi conservés dans un monument à Saint-Domingue. De nombreuses dépendances annexées à la cathédrale sont ouvertes à la visite, comme ici la grande sacristie, ornée du tableau de Pénaud de Campagna, la descente de croix datant de 1547, ou la salle capitulaire, de style Renaissance, magnifiquement décorée par différents artistes, dont le célèbre peintre Murillo avec son tableau L'Immaculée Conception. Nous allons maintenant terminer notre visite par l'ascension de la Giralda, dont la construction remonte à 1198 et qui, au XVIe siècle, se verra coiffée d'un clocher et d'une girouette, Giralda en espagnol, dont le monument tire son nom. S'élevant à proximité de la cour des Orangers, cet emblème de Séville offre une vue exceptionnelle sur la capitale andalouse qu'elle domine du haut de ses 104 mètres. Seule la tour Carasol, actuellement en construction, que nous apercevons ici, devrait dépasser la Giralda, ce qui déplaît fortement à l'UNESCO qui menace de déclasser certains monuments de la ville. Ce joli coup d'œil sur les toits et les terrasses nous amène à porter notre regard vers un autre monument phare de Séville, le Real Alcazar, situé tout près de là. Depuis la cour des Orangers, nous passons devant le bâtiment des Archives des Indes qui, avec la cathédrale et l'Alcazar, forment un ensemble monumental classé sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. C'est par la porte du Lion que nous pénétrons dans cet ensemble palatial construit à partir du Xe siècle au temps des califes. De cette époque ne subsistent que les arcs fortifiés à l'entrée de la cour de la Monteria et la cour de plâtre, considérée en raison de la richesse de sa décoration comme antérieure à l'Alhambra de Grenade. Contiguë à ce patio, la salle de la justice, construite en 1311, conserve une ornementation en plâtre de tradition islamique et un plafond en bois semblable à celui d'un mausolée musulman. Sur l'autre côté de la cour, le salon des amiraux, qui était autrefois le siège d'une institution chargée de contrôler les terres du Nouveau Monde, abrite aujourd'hui différents tableaux, dont celui-ci très imposant, montrant les derniers instants du roi Ferdinand le Saint, cousin germain du roi de France Saint-Louis. Nous traversons la cour en direction de la très belle façade de style mudéjar du palais de Pierre le Cruel construit vers 1365. Destiné à protéger le palais des regards extérieurs, un vestibule magnifiquement décoré barre l'entrée.
Au fond, un étroit passage permet l'accès au somptueux patio des Demoiselles qui assure la liaison entre les principales salles du palais. De forme rectangulaire, cette cour est ceinturée de 2 galeries superposées, de styles très différents puisque la partie basse, faite d'arcades polylobées, date du XIVe siècle, tandis que la partie haute, faite d'arcades de plein cintre, est de l'époque de Charles Quint. Au niveau inférieur, le bas des murs est richement décoré de faïences aux motifs très géométriques et surmonté d'une très belle frise. Nous entrons maintenant dans le salon des ambassadeurs, qui est sans doute la plus belle salle de l'Alcazar. Le décor remonte essentiellement au XIVe siècle, mais la coupole que nous voyons a été construite en 1427 par le charpentier Diego Ruiz. De là, une triple arcade en forme de fer à cheval, renfermée dans un arc plus grand entouré de 2 pans, permet de passer dans le salon du plafond de Philippe II, ainsi nommé en raison de son plafond à caissons en bois peint et doré. Après avoir traversé une autre petite pièce, nous voici maintenant dans le patio des poupées, qui était autrefois réservé à la vie privée du palais. Cette cour est entourée de plusieurs galeries superposées, et une verrière installée par la reine Isabelle II couvre le tout. Plafonds et arches de la galerie inférieure sont l'œuvre d'artistes musulmans. Certaines colonnes, en marbre, proviennent de la Médina Azahara. Nous entrons maintenant dans le palais gothique, dont la construction remonte au XIIIe siècle. Les tapisseries qui ornent la première salle sont du XVIIIe siècle et illustrent la conquête de Tunis en 1535. La seconde salle où eut lieu probablement le mariage de Charles Quint et Isabelle du Portugal est décorée d'azulejos tout à fait remarquables datant du XVIe siècle. Nous nous dirigeons maintenant vers l'extérieur en faisant un détour par le patio del Crucero qui remplace un ancien patio almohade autrefois constitué de 2 niveaux. Sous le jardin actuel, des voûtes abritent les anciens bains de Doña Maria de Padilla, une favorite de Pierre Ier. Nous arrivons maintenant dans les jardins de l'Alcazar, près de la façade sud du palais gothique. Le regard est tout de suite attiré par une chute d'eau plongeant dans un grand bassin, au milieu duquel trône la statue du dieu Mercure. Sur le côté se dresse le mur dit des grotesques qui dissimule l'ancienne muraille arabe. Les jardins de l'Alcazar s'étendent sur 7 hectares et résultent d'une extension progressive. Les plus proches du palais sont les plus anciens et remontent principalement à la Renaissance, certains conservant une touche arabo-andalouse. Les plus éloignés ont été dessinés au XIXe siècle, tel le grand parc anglais aux essences tropicales situé tout au fond. Au milieu de cet ensemble, le pavillon de Charles Quint, construit au XVIe siècle, sépare les 2 styles de jardin. Nous sortons à présent de l'enceinte de l'Alcazar pour rejoindre à travers les parcs et jardins de la ville la place d'Espagne et son palais semi-circulaire. Nous longeons par l'extérieur le mur d'enceinte de l'Alcazar sur lequel est fixé un monument dédié à Catherine de Ribera, bienfaitrice du XVe siècle de la ville. Au milieu de cette promenade éblouissante de beauté avec les lauriers roses en pleine floraison, se dresse un autre monument qui lui rend hommage à Christophe Colomb. Poursuivant sous les jacarandas parés de leurs belles couleurs printanières, nous voici bientôt dans le parc Marie-Louise, du nom de la princesse de Montpensier, qui fit don d'une partie de ses jardins à la ville en 1893. Au bout de la grande allée, la place d'Espagne, dessinée spécialement pour l'exposition ibéro-américaine de 1929, est l'un des espaces les plus fastueux de la ville. Le palais central, dont la forme symbolise l'étreinte de l'Espagne et de ses anciennes colonies, est à la fois de style néo-renaissance, gothique et mudéjar. Le bâtiment est fait de briques et décoré de nombreuses céramiques et marbres sculptés,
À chaque extrémité du demi-cercle s'élève une tour de 74 mètres de hauteur. Nous allons maintenant longer le Guadalquivir, ou plutôt le canal Alphonse XIII, car depuis 1951, le grand fleuve andalou est dévié à l'extérieur de la ville. Notre flânerie nous amène devant les arènes de la Real Maestranza de Caballeria, construites entre 1761 et 1881, elles sont parmi les plus anciennes d'Espagne. À quelques pas de là, le pont Isabelle II enjambe le canal. Inauguré en 1852, il est le premier pont fixe construit à Séville. Sur notre parcours, nous sommes témoins d'un curieux rassemblement. Au pied de la Tour de l'Or, qui faisait partie des fortifications de Séville au XIIIe siècle, une foule de jeunes supporters en délire accueille les joueurs du Sevilla Football Club, vainqueur 2014 de l'Europa League. Changement d'ambiance, nous quittons ce lieu d'effervescence pour un autre lieu de ferveur, toute religieuse cette fois, la basilique de la Macarena qui abrite la célèbre Vierge du XVIIe siècle. Même en dehors de la Semaine Sainte, la statue est l'objet d'une dévotion permanente, comme en témoignent ces fidèles que nous croisons. Aujourd'hui, la basilique est particulièrement animée. Un mariage va y être célébré dans la plus grande tradition andalouse. Autre tradition bien ancrée dans la ville, las Cruces de Mayo et autres processions montrent la présence d'une religiosité bien réelle. Ici, nous assistons à un défilé d'enfants qui passe au pied de l'immeuble où nous séjournons. Là, c'est une croix que l'on fait défiler sur un char, escorté par une troupe de musiciens. Dans cet autre quartier près du centre, orné d'oriflammes et de bannières, un cortège de membres d'une confrérie accompagne la statue de la Vierge d'Aracelli, nouvellement restaurée. Celle-ci fait l'objet d'un culte particulier de la part d'habitants souvent originaires de la petite ville de Lucena, au nord de Malaga.
procession nous a amenés à la Plaza de la Encarnación, au cœur de la vieille ville. C'est là que l'on découvre le Métropole Parasol, une large structure en bois inaugurée en 2011. Cette œuvre de style très contemporain est en rupture totale avec d'autres lieux de promenade, comme l'Almeda de Hercule, qui, datant du XVIe siècle, est l'un des plus anciens jardins publics d'Espagne. Nous quittons cet espace paisible pour un autre tout aussi tranquille, le musée des Beaux-Arts, installé dans un ancien couvent datant du XVIIe siècle. La statue du peintre sévillan Murillo trône devant l'édifice qui s'ordonne autour d'un cloître et plusieurs patios. L'intérieur abrite des tableaux allant de la fin du Moyen-Âge au début du XXe siècle. Ceux-ci sont exposés dans 14 salles différentes, dont l'ancienne église de la Merced, ornée de belles fresques du XVIIIe siècle. Parmi les nombreuses œuvres présentées, nous voyons ici plusieurs tableaux de Murillo, l'Immaculée Conception, différente de celle de la cathédrale, la Vierge de la Servilleta, Sainte Justine et Sainte Rufine, puis la Mort du Maître de Cordero et Baile en la Taberna de Rodriguez de Guzman. C'est par une autre forme d'art que nous achevons notre découverte de Séville en allant écouter un spectacle dans le quartier de Santa Cruz de ce qui est considéré comme un symbole éternel de l'Andalousie, le flamenco. C'est là que nous finissons notre voyage en saluant dans la nuit la Rijalda, qui parée de son habit de lumière nous paraît encore plus majestueuse.